Les hommes jugent plus avec les yeux qu'avec l'esprit. Nicolas Machiavel. Il existe une catégorie de vérités que beaucoup préfèrent appeler sombres, non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont inconfortables. Elles dérangent l'image que l'on se fait de soi, elles fissurent les récits rassurants, elles obligent à regarder le monde tel qu'il fonctionne réellement et non tel qu'on aimerait qu'il fonctionne. Machiavel n'a jamais cherché à rendre ces vérités agréables, il a cherché à les rendre visibles. Ce que l'on nomme aujourd'hui les secrets sombres de Machiavel ne sont pas des techniques occultes ni des recettes de domination. Ce sont des observations froides, des constats sur la psychologie humaine, le pouvoir, la perception et la manière dont les hommes se comportent lorsqu'aucun arbitre moral ne vient les corriger. Ce qui choque, ce n'est pas leur cruauté, c'est leur exactitude. La plupart des individus vivent avec une tension permanente entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils observent. Ils voient l'injustice, la manipulation, l'asymétrie, mais ils s'accrochent à l'idée que la morale finira par équilibrer le jeu. Machiavel brise cette illusion, non pour détruire l'homme, mais pour lui rendre sa lucidité. Car tant que tu refuses de voir, tu subis. Et tant que tu subis, tu es gouverné. À la fin de cette vidéo, tu n'auras pas appris à manipuler. Tu comprendras pourquoi certaines règles invisibles structurent le pouvoir depuis toujours. Pourquoi la perception compte plus que la vérité. Pourquoi le contrôle émotionnel précède toute autorité. Et pourquoi ceux qui refusent ces constats restent prisonniers de leur propre morale, même lorsqu'elle les affaiblit. L'une des illusions les plus coûteuses est de croire que le monde fonctionne selon des principes moraux universels, que la sincérité protège, que la justice arbitre, que la vérité finit par s'imposer d'elle-même. Machiavel observait l'inverse. Il voyait que le monde obéit avant tout à la perception, à ce qui est vu, à ce qui est cru, à ce qui est ressenti, et que la morale, lorsqu'elle n'est pas soutenue par une structure, devient invisible. La perception n'est pas une simple façade, elle est une force active. Elle détermine qui est respecté, qui est craint, qui est écouté. Deux individus peuvent agir de manière identique et être jugés différemment, uniquement en fonction de l'image qu'ils projettent. Machiavel comprenait que cette image n'est pas un mensonge nécessairement, c'est une sélection, un cadrage, un masque parfois, mais un masque fonctionnel. La morale parle à la conscience, la perception parle au comportement. Et dans les jeux de pouvoir, le comportement prime toujours. Les hommes réagissent rarement à ce qui est juste. Ils réagissent à ce qui est cohérent, stable, crédible. Celui qui agit moralement mais apparaît hésitant sera contourné. Celui qui agit avec constance, même imparfaite, sera suivi. Ce décalage choque ceux qui confondent valeur intérieure et effet extérieur. Machiavel notait que les hommes pardonnent plus facilement une décision dure qu'une indécision morale. Pourquoi ? Parce que l'indécision crée une incertitude, et l'incertitude fragilise la structure. La morale, lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une posture claire, devient un bruit de fond. Elle ne guide pas les comportements, elle les justifie a posteriori. Il est essentiel de comprendre que Machiavel ne méprisait pas la morale, il méprisait l'aveuglement. Il savait que les hommes utilisent la morale comme un langage, parfois comme une arme. Ils invoquent la justice pour obtenir des concessions,
la bonté pour désarmer, la loyauté pour enfermer. Celui qui prend ces mots au pied de la lettre sans lire la situation se rend vulnérable. La perception fonctionne par signaux, silence, posture, constance, rareté de la parole. Ces signaux façonnent la manière dont les autres se comportent bien avant toute discussion morale. Un homme respecté n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il a raison. Un homme perçu comme faible peut avoir raison sans jamais être suivi. Cette réalité n'est pas juste ou injuste, elle est structurelle. La sincérité absolue est souvent présentée comme une vertu suprême, mais dans l'espace public du pouvoir, elle agit comme une exposition inutile. Dire ce que l'on pense, révéler ses intentions, afficher ses états d'âme, tout cela nourrit la lisibilité. Et la lisibilité nourrit l'anticipation. Machiavel voyait dans cette transparence non stratégique une erreur de lecture du réel. Il ne s'agit pas de mentir constamment. Il s'agit de comprendre que tout ne doit pas être dit, que tout ne doit pas être montré, que la vérité, lorsqu'elle est offerte sans nécessité, perd sa force et devient exploitable. La perception se construit autant par ce qui est retenu que par ce qui est révélé. La morale privée et l'espace public ne fonctionnent pas selon les mêmes règles. Dans l'espace privé, la sincérité renforce les liens. Dans l'espace public, elle peut affaiblir la position. Machiavel insistait sur cette distinction, non pour encourager la duplicité, mais pour éviter la confusion. Confondre les deux, c'est exposer son intériorité à des jeux qui n'en respectent pas les règles. Celui qui comprend la primauté de la perception cesse de chercher à être moralement reconnu. Il cherche à être structurellement solide. Sa cohérence ne dépend plus de l'approbation, elle dépend de la constance. Et cette constance, lorsqu'elle est perçue, crée un effet puissant. Les autres ajustent leur comportement sans qu'un mot ne soit prononcé. La perception a une autre caractéristique essentielle. Elle est cumulative. Une posture répétée devient une réputation. Une réputation devient une attente. Et une attente façonne mes interactions futures. Machiavel savait que contrôler la perception, c'est contrôler le futur comportement des autres. Non par manipulation directe, mais par anticipation. Ceux qui refusent cette réalité se condamnent à une lutte permanente. Ils corrigent, ils expliquent, ils justifient. Ils cherchent à réaligner la perception sur la morale. Mais cette lutte est perdue d'avance. Car la perception n'obéit pas aux arguments, elle obéit aux signaux. Et les signaux sont rarement verbaux. À ce stade, une question surgit naturellement. Si la perception l'emporte sur la morale, qu'est-ce qui gouverne réellement les décisions humaines ? La réponse de Machiavel est claire et dérangeante. Les émotions. Peur, désir, reconnaissance. Celui qui contrôle ses leviers contrôle les choix. Et celui qui est contrôlé par ses émotions devient prévisible. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi le contrôle émotionnel est au cœur de tous les pouvoirs durables. Comment la peur, le désir et la colère gouvernent les décisions. Et pourquoi, selon Machiavel, celui qui se gouverne intérieurement cesse progressivement d'être gouverné de l'extérieur. Machiavel observait que les hommes croient décider avec la raison, alors qu'ils obéissent presque toujours à leurs émotions. La raison justifie après coup. Elle donne une cohérence apparente à des choix déjà dictés par la peur, le désir ou le besoin de reconnaissance. Tant que ces forces intérieures ne sont pas maîtrisées, aucun pouvoir réel n'est possible. Celui qui est gouverné par ses émotions est gouverné de l'extérieur, même lorsqu'il se croit libre. La peur est la plus évidente de ces forces. Peur de perdre, peur d'être exclu, peur de déplaire, peur de tomber. Elle pousse à la prudence excessive, à la justification, au compromis permanent. Sous l'effet de la peur, l'individu n'agit plus pour construire, mais pour éviter. Et l'évitement, lorsqu'il devient une stratégie,
réduit progressivement le champ des possibles. Machiavel voyait dans cette peur diffuse l'un des instruments de contrôle les plus efficaces, précisément parce qu'elle est intérieure. Le désir agit différemment, mais avec une efficacité comparable. Désir d'approbation, de statut, de reconnaissance, de réussite visible. Ce désir pousse à se montrer, à parler trop, à prouver sa valeur. Il rend l'individu dépendant du regard des autres. Et cette dépendance crée une vulnérabilité. Celui qui a besoin d'être reconnu peut être guidé, flatté, orienté. Machiavel savait que le pouvoir aime les hommes talentueux, mais qu'il exploite les hommes avides de reconnaissance. La colère, enfin, est l'émotion la plus spectaculaire et la plus destructrice. Elle donne l'illusion de la force, alors qu'elle révèle une perte de contrôle. Un homme en colère est lisible, prévisible. Il réagit, il s'expose. Il agit trop tôt ou trop fort. Machiavel considérait la colère comme une défaillance stratégique. Non parce qu'elle est immorale, mais parce qu'elle livre l'initiative à l'autre. Celui qui contrôle les émotions ne les supprime pas. Il les observe, il les ralentit. Il refuse de leur donner immédiatement une traduction en action. Cette capacité à créer un délai est fondamentale. Entre l'émotion et la décision, il y a un espace. Et cet espace est le lieu du pouvoir. Plus cet espace est large, plus la décision est libre. Plus il est étroit, plus l'individu est manipulable. Machiavel savait que la majorité des hommes cherchent à soulager l'émotion avant de penser à la conséquence. Ils parlent pour calmer l'angoisse. Ils agissent pour apaiser la colère. Ils cèdent pour réduire la peur. Cette recherche de soulagement immédiat est une faiblesse structurelle. Elle rend l'homme pressé. Et l'homme pressé perd toujours quelque chose. Le contrôle émotionnel n'est pas une posture froide ou inhumaine. Il est une forme de discipline intérieure, une capacité à rester présent sans se laisser emporter. Cette discipline n'est pas spectaculaire, elle ne se voit pas toujours, mais ses effets sont visibles. Les décisions deviennent plus rares, mais plus précises. Les paroles plus courtes, mais plus lourdes. Les silences plus fréquents, mais plus éloquents. Celui qui se gouverne intérieurement cesse progressivement d'être gouverné par les situations. Il ne réagit plus à chaque stimulus. Il choisit. Et ce choix répété crée une réputation de stabilité. Or, la stabilité est l'une des formes les plus puissantes de l'autorité. Les autres s'ajustent. Ils testent moins. Ils provoquent moins. Non par respect moral, mais par prudence. Machiavel insistait sur un point souvent mal compris. Il ne s'agit pas d'éliminer les émotions, mais de les utiliser comme des informations, non comme des ordres. La peur peut signaler un risque. Le désir peut indiquer une opportunité. La colère peut révéler une limite franchie. Mais aucune de ces émotions ne doit décider seule. Lorsqu'elle décide, l'individu abdique sa souveraineté. Cette abdication est souvent invisible. Elle se manifeste dans de petites concessions. Un mot de trop, une explication inutile, un geste précipité. Ces micro-décisions, prises sous l'effet émotionnel, s'accumulent. Et leur accumulation modifie la trajectoire. Machiavel voyait dans cette accumulation la véritable perte de pouvoir, bien plus que dans les grandes défaites visibles. Le contrôle émotionnel a également un effet sur la perception extérieure. Un homme qui ne réagit pas comme attendu crée une incertitude. On ne sait pas ce qu'il pense, ni ce qu'il fera. Cette incertitude oblige à la prudence. Elle ralentit les attaques. Elle décourage les provocations. Non parce que l'homme est craint, mais parce qu'il est illisible. L'illisibilité n'est pas un masque artificiel. Elle est la conséquence naturelle d'un contrôle intérieur. Celui qui n'est pas emporté par ses émotions n'envoie pas de signaux excessifs.
Il ne trahit pas ses priorités. Il ne révèle pas ses peurs. Et ce silence émotionnel est souvent interprété comme une force. Il est important de noter que ce contrôle ne se construit pas par la volonté brute. Il se construit par l'habitude, par l'observation répétée des moments où l'émotion cherche à prendre le contrôle, par le refus calme de réagir immédiatement. Chaque fois que l'on crée ce délai, on renforce une structure intérieure. Et cette structure devient, avec le temps, une seconde nature. Machiavel aurait dit que celui qui se maîtrise une fois peut se maîtriser toujours. Non parce qu'il devient parfait, mais parce qu'il a compris le mécanisme. Il a vu que l'émotion passe, que la pression diminue, que le monde ne s'effondre pas lorsque l'on ne réagit pas. Cette compréhension change tout. À ce stade, une autre vérité apparaît. Celui qui contrôle ses émotions commence à voir plus clair dans celles des autres. Il reconnaît la peur déguisée en morale, le désir caché derrière la générosité, la colère masquée par l'indignation. Cette lecture n'est pas cynique, elle est lucide, et elle permet d'anticiper sans confronter. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi les relations humaines sont presque toujours asymétriques. Pourquoi donner sans limite revient à s'effacer, et comment Machiavel lisait ces échanges invisibles comme des transactions de pouvoir. L'une des idées les plus difficiles à accepter est que les relations humaines ne sont presque jamais équilibrées. Même lorsqu'elles semblent justes, même lorsqu'elles paraissent réciproques. Machiavel observait que derrière chaque échange se cache une asymétrie subtile, de besoin, de dépendance, de désir ou de tolérance à la perte. Celui qui ignore cette asymétrie se place automatiquement en position inférieure. Beaucoup confondent relation et égalité. Ils pensent que donner crée un lien, que la générosité appelle la reconnaissance, que l'investissement sera rendu. Mais dans les rapports de pouvoir, donner sans limite ne crée pas un équilibre. Il crée une dette floue, et une dette floue n'est presque jamais remboursée. Elle est normalisée. Machiavel comprenait que le pouvoir circule toujours là où le besoin est le plus fort. Celui qui a besoin de l'autre, de son approbation, de sa présence, de son soutien, devient dépendant. Et la dépendance modifie le comportement. Elle pousse à anticiper, à s'adapter, à céder, même inconsciemment. Celui qui dépend le plus ajuste toujours davantage. Les relations deviennent alors asymétriques non par intention malveillante, mais par dynamique naturelle. L'un donne, l'autre reçoit, puis l'autre s'habitue. Ce qui était un geste devient une norme. Ce qui était un effort devient attendu. Et lorsque le donneur cesse, il est perçu comme fautif, ingrat, instable. Machiavel voyait dans ce retournement l'une des ironies les plus constantes du comportement humain. L'erreur fondamentale est de croire que la loyauté est un état stable. En réalité, elle est conditionnelle. Elle dépend de l'équilibre perçu. Lorsque l'équilibre se rompt, la loyauté se redéfinit. Celui qui donne trop sans contrepoids crée une asymétrie dangereuse, non parce qu'il est généreux, mais parce qu'il ne structure pas l'échange. Machiavel ne rejetait pas la loyauté. Il la considérait comme une ressource fragile, une ressource qui doit être entretenue par des limites claires. Là où il n'y a pas de limite, il n'y a pas de respect durable. Il n'y a que de l'habitude. Les relations asymétriques se manifestent souvent dans les détails. Qui initie les échanges? Qui s'adapte aux horaires? Qui explique? Qui attend? Ces micro-déséquilibres passent inaperçus, mais ils s'accumulent. Et leur accumulation crée une position. Celui qui ajuste toujours finit par s'effacer. Celui qui est ajusté devient central. Machiavel savait que le pouvoir n'est pas toujours pris. Il est souvent donné. Donné par excès de disponibilité, par peur de perdre le lien, par désir d'être indispensable. Mais l'indispensabilité est un piège. Elle enferme.
celui qui devient indispensable perd sa liberté de mouvement. Et celui qui perd sa liberté perd son pouvoir. Il existe une illusion tenace selon laquelle être utile protège. En réalité, l'utilité excessive attire l'exploitation. Plus tu facilites, plus tu simplifies la vie de l'autre, moins ta présence est questionnée. Elle devient acquise. Et ce qui est acquis cesse d'être valorisé. Machiavel observait que la rareté renforce la position bien plus que l'utilité constante. La rareté n'est pas une manipulation. Elle est une conséquence naturelle du respect de ses propres limites. Celui qui se rend disponible sans restriction s'épuise. Celui qui se retire parfois crée de l'espace. Et dans cet espace, l'autre mesure la valeur de ce qui n'est plus automatique. Les relations asymétriques deviennent particulièrement dangereuses lorsque la morale intervient pour les justifier. Je donne parce que c'est juste. Je supporte parce que c'est loyal. J'accepte parce que c'est moral. Ces phrases transforment une dynamique déséquilibrée en vertu, et cette transformation empêche toute correction. Machiavel voyait dans cette sacralisation morale une forme d'aveuglement volontaire. Corriger la symétrie ne signifie pas rompre, cela signifie rééquilibrer, réduire certains dons, introduire des délais, retirer certaines explications. Ce sont des gestes discrets, mais ils modifient profondément la dynamique. L'autre sent que quelque chose change, il s'ajuste ou il s'éloigne. Dans les deux cas, la clarté augmente. Machiavel savait que les relations réellement stables sont celles où chacun sait ce qu'il peut perdre. Là où la perte est possible, le respect existe. Là où la perte est impossible, la négligence s'installe. Celui qui donne tout sans condition supprime toute crainte de perdre. Et cette absence de crainte transforme la relation. Il ne s'agit pas de menacer, il s'agit de ne pas s'effacer, de conserver une zone non négociable, une part de soi qui ne dépend pas de la relation. Cette indépendance, même silencieuse, est perçue. Et elle protège. À ce stade, une autre illusion tombe, celle de la symétrie affective. Beaucoup croient aimer autant qu'ils sont aimés, investir autant qu'ils reçoivent. Mais l'investissement ne se mesure pas en intention, il se mesure en concession. Et celui qui concède le plus est rarement celui qui dirige la relation. Machiavel aurait dit que l'équilibre ne vient pas de l'égalité des sentiments, mais de l'équivalence des risques. Lorsque les deux parties ont quelque chose à perdre, la relation se stabilise. Lorsque l'un n'a plus rien à perdre, il domine. Dans la partie suivante, nous verrons comment le silence, la peur et l'image s'entrelacent. Pourquoi ne pas révéler ses intentions protège, et comment Machiavel distinguait la peur respectueuse de la haine destructrice. Le silence est souvent mal interprété. On le confond avec l'absence, la faiblesse ou la fuite. Machiavel voyait l'inverse. Pour lui, le silence est une forme de contrôle, non pas parce qu'il cache tout, mais parce qu'il empêche l'autre de lire. Et dans les jeux de pouvoir, ce qui ne peut pas être lu ne peut pas être anticipé. Parler, expliquer, préciser ses intentions rassure celui qui écoute. Et ce réconfort n'est jamais neutre. Il donne à l'autre une information stratégique. Celui qui sait ce que tu veux, ce que tu crains, ce que tu refuses, sait aussi comment te pousser. Le silence, lui, crée une zone d'incertitude, et cette incertitude ralentit. Machiavel distinguait deux types de peur. La peur chaotique, qui naît de la brutalité, de l'imprévisibilité émotionnelle, de la violence incontrôlée, et la peur respectueuse, qui naît de la constance, de la retenue, de la capacité à ne pas réagir comme attendu. La première engendre la haine, la seconde engendre la prudence. La haine pousse à la revanche, la prudence pousse à l'ajustement. Machiavel savait que la haine est instable. Elle appelle des alliances contre toi.
Elle justifie les attaques. La prudence, au contraire, isole. Chacun agit avec retenue, sans coordination explicite, et cette retenue collective protège celui qui l'inspire. L'image joue ici un rôle central. L'image n'est pas ce que tu dis être, c'est ce que les autres ressentent en ta présence. Un homme qui parle trop corrige sans cesse son image. Il tente de contrôler la perception par le discours. Mais plus il parle, plus il s'expose. Plus il s'expose, plus il perd la maîtrise de cette image. Machiavel comprenait que l'image la plus solide est celle qui se construit sans explication. Elle se forge par répétition, par des décisions maintenues, par des silences assumés, par une rareté de réaction. Cette image n'a pas besoin d'être défendue. Elle existe. Et ce qui existe n'a pas besoin d'être justifié. Le silence a un autre effet souvent négligé. Il déplace l'effort sur l'autre. Celui qui parle fait le travail. Celui qui se tait observe. Dans un échange asymétrique, celui qui observe accumule de l'information. Celui qui parle la disperse. Machiavel voyait dans cette asymétrie informationnelle l'un des leviers les plus puissants du pouvoir discret. Il ne s'agit pas de se taire en permanence. Il s'agit de choisir, de parler lorsque la parole structure, de se taire lorsque la parole affaiblit. Cette sélection crée une impression de densité. Chaque mot compte, chaque silence aussi. Et cette densité est ressentie. La peur respectueuse naît précisément de cette densité. Les autres ne savent pas exactement où sont les limites. Ils les sentent sans pouvoir les définir. Cette sensation est plus efficace que n'importe quelle menace explicite. Elle n'humilie pas, elle ne provoque pas, elle stabilise. Machiavel savait que l'erreur la plus courante est de vouloir être aimé sans être respecté. L'amour sans respect crée une dépendance dangereuse. Il pousse à des concessions permanentes, à une exposition émotionnelle excessive. Et lorsque l'amour s'effrite, car il s'effrite toujours, il ne reste rien pour protéger la position. Le respect sans amour, en revanche, crée une base stable. Il permet ensuite la coopération, parfois même l'affection, sans fragiliser la structure. Machiavel ne rejetait pas l'amour. Il refusait qu'il soit le fondement du pouvoir. Car l'amour est volatile. Le respect est plus lent, mais plus durable. L'image construite par le silence, la constance et la retenue permet précisément cela, être respecté sans provoquer la haine, être craint sans être détesté, être suivi sans être adoré. Cette nuance est fine, mais elle est essentielle. À ce stade, beaucoup ressentent une tension intérieure, une résistance morale, l'impression de devenir distant, froid, inaccessible. Mais cette impression vient d'une confusion. Ce n'est pas l'humanité qui disparaît, c'est l'exposition inutile. Ce n'est pas la sensibilité qui s'éteint, c'est la réaction automatique. Machiavel aurait dit que celui qui maîtrise son image n'a pas besoin de la polir sans cesse. Il la laisse parler à sa place. Et cette économie d'énergie est l'un des signes les plus clairs de la maturité stratégique. Dans la dernière partie, nous verrons ce qui se passe lorsque les illusions tombent. Pourquoi certaines croyances intérieures détruisent plus sûrement que les attaques extérieures. Et comment Machiavel lisait ces illusions comme des pièges mentaux. Les plus grandes défaites ne viennent pas toujours de l'extérieur. Elles naissent souvent à l'intérieur, sous la forme d'illusions rassurantes. Machiavel voyait ces illusions comme des pièges mentaux. Elles donnent le sentiment d'être du bon côté, mais elles affaiblissent lentement la position. Elles n'attaquent pas frontalement, elles érodent. La première illusion est celle de la supériorité morale. Croire que le fait d'avoir raison protège. Croire que la justesse des intentions compense l'absence de structure. Cette illusion est séduisante, car elle nourrit l'ego sans exiger d'ajustement réel. Mais le monde ne récompense pas la supériorité morale.
Il la tolère parfois, il l'exploite souvent, et il la contourne presque toujours. Machiavel observait que les hommes qui se pensent moralement supérieurs deviennent rigides. Ils cessent de s'adapter. Ils confondent intégrité et immobilité. Cette rigidité les rend lisibles, et ce qui est lisible devient vulnérable. La morale, lorsqu'elle devient une identité figée, cesse d'être une force. Elle devient une contrainte auto-imposée. La deuxième illusion est celle du refus du conflit. Beaucoup croient que le conflit est une anomalie, quelque chose qu'il faudrait éviter à tout prix. Machiavel voyait le conflit comme un signal, un indicateur de friction. Le refuser systématiquement, c'est refuser de lire le réel. C'est laisser les tensions s'accumuler jusqu'à ce qu'elles explosent sous une forme incontrôlable. Éviter le conflit ne supprime pas le déséquilibre. Cela le masque. Et ce masquage a un coût psychologique élevé. Frustration, ressentiment, fatigue intérieure. Celui qui refuse le conflit extérieur finit par entrer en conflit avec lui-même. Machiavel comprenait que le conflit maîtrisé est parfois plus sain que la paix artificielle. La troisième illusion est celle de la loyauté inconditionnelle. Croire que donner sans limite crée un lien indestructible. En réalité, la loyauté est toujours conditionnelle, même lorsqu'elle se présente comme absolue. Elle dépend du contexte, des intérêts, de la perception. Machiavel savait que celui qui s'en remet entièrement à la loyauté des autres se rend dépendant de facteurs qu'il ne contrôle pas. Cette dépendance est souvent justifiée par des valeurs nobles, amitié, fidélité, engagement. Mais lorsqu'elle n'est pas équilibrée par des limites claires, elle devient dangereuse. Celui qui ne peut pas se retirer ne peut pas négocier. Celui qui ne peut pas perdre ne peut pas dissuader. Et celui qui ne peut pas dissuader finit par céder. La quatrième illusion est celle de la justice réparatrice. L'idée que le temps corrigera les déséquilibres, que la vérité émergera, que les torts seront reconnus. Machiavel voyait dans cette attente une forme de paralysie. Le temps ne répare pas ce qui n'est pas défendu. Il entérine souvent ce qui est laissé intact. Attendre la réparation morale, c'est parfois accepter la perte structurelle. C'est laisser une position s'éroder en espérant une reconnaissance future. Mais la reconnaissance arrive rarement là où la position est déjà affaiblie. Machiavel insistait sur un point brutal. Le pouvoir se maintient dans le présent, pas dans l'espoir. La dernière illusion est peut-être la plus subtile. Croire que comprendre suffit. Comprendre les mécanismes, comprendre les intentions, comprendre les jeux. Cette compréhension est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Sans ajustement du comportement, elle reste théorique. Machiavel n'était pas un philosophe abstrait. Il observait pour agir, pas pour expliquer. Lorsque ces illusions tombent, quelque chose change profondément. Il ne s'agit pas de devenir cynique, il s'agit de devenir responsable. Responsable de sa position, de ses limites, de ce qu'on accepte, de ce qu'on retire. Cette responsabilité est lourde, car elle supprime les excuses, mais elle libère. Celui qui cesse de croire à ses illusions n'attend plus que le monde se conforme à ses valeurs. Il ajuste ses valeurs au monde sans les trahir intérieurement. Cette distinction est essentielle. Elle permet de rester humain sans être naïf, lucide sans être cruel. La prochaine fois que tu te sentiras moralement justifié, mais intérieurement affaibli, ne cherche pas à corriger la situation immédiatement. Observe simplement ce décalage. Observe ce que ta morale t'a permis de préserver.
et ce qu'elle t'a coûté. Il n'y a rien à appliquer, rien à changer brutalement. Juste une attention plus fine, une vigilance calme. Les illusions les plus dangereuses ne sont pas celles qu'on te vend. Ce sont celles auxquelles tu t'attaches parce qu'elles te rassurent. Lorsque tu commenceras à les voir sans chercher à les défendre, tu comprendras pourquoi certains hommes semblent avancer sans bruit, sans justification, sans conflit apparent. Ils n'ont pas découvert de secrets occultes. Ils ont simplement cessé de se mentir là où cela les affaiblissait. C'est à ce moment précis que Machiavel cesse d'être sombre et devient simplement lucide. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.